Et on voit les déclarations du ministre des Affaires étrangères Barreau. français hier. On a l'impression parfois que c'est un personnage qui est un peu déconnecté de la réalité et qui ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, avec des déclarations qui sont souvent très anti-israéliennes, en essayant de balancer, mais sans réellement comprendre. Nous sommes en ligne avec Benjamin Toiti. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président d'Elnet Israël aujourd'hui, et avec vous, je voudrais qu'on analyse sur le plan diplomatique, on va dire, l'impact de ces décisions prises par l'Union européenne. D'abord, on va parler une question de principe avant de rentrer dans le détail justement de cette décision. C'est la première fois que la Hongrie n'oppose pas d'une certaine manière son veto, ou alors on va dire, permet à l'Union européenne une unanimité nécessaire pour faire voter des décisions au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est un tournant marquant, c'est-à-dire dans la diplomatie régionale, et par rapport à l'État d'Israël? Est-ce que l'État d'Israël est aujourd'hui plus affaibli dans sa relation avec l'Union européenne face à cette unanimité qui est nécessaire pour prendre des décisions? Non, je crois pas. Je crois que la situation, elle se dégrade déjà depuis plusieurs mois et même plusieurs années. On est dans une situation post-7 octobre qui a beaucoup évolué et beaucoup changé. Après, est-ce que c'est un tournant? Je crois pas qu'on est encore déjà dans ce tournant-là. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Je vous rappelle que l'Europe aussi vit en tout cas et dans un profond changement elle-même. L'année prochaine, en 2027, il va y avoir encore des élections en France, en Italie et en Espagne qui risquent de changer encore aussi Ouais. la face de l'Europe et la politique européenne de l'Europe. Donc, je ne crois pas qu'on est dans un tournant. C'est sûr que le fait que la Hongrie ait une position un petit peu différente, ça change. Maintenant, il faut bien comprendre que la différence qu'il y a aujourd'hui avec ces sanctions, ce sont des sanctions sur des organisations particulières. C'est pas Voilà. une sanction contre Israël, c'est plutôt une sanction contre certaines organisations et leurs représentants, et qui n'est pas une sanction contre Israël. Aujourd'hui, il faut être clair aussi, c'est sûr que la Hongrie a été un veto, ou a porté son veto sur plusieurs sanctions qui ont été proposées par le passé contre l'État d'Israël. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, hormis la Hongrie, le meilleur ami d'Israël dans l'Union européenne et en Europe, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne continue de bloquer beaucoup de sanctions ou de propositions, y compris françaises, qui pourraient venir pénaliser Israël. Il y a eu d'ailleurs, pendant la discussion hier à l'Union européenne, des propositions suédoises, entre autres, mais accompagnées aussi avec d'autres pays, de sanctionner beaucoup plus largement les produits ou l'importation de produits venant de Judée-Samarie, qui a été refusée, notamment par l'Allemagne. Alors, ok. Concrètement, cette décision, elle est actée. Elle va prendre effet très rapidement, apparemment. Comment on peut... Est-ce qu'il y a un moyen concret de la bloquer aujourd'hui? Non, je crois pas. Cette décision, d'abord, elle a été actée. Elle rentrera en vigueur, si je me trompe pas, dans une quinzaine de jours ou une dizaine de jours. Je ne me rappelle plus exactement. Mais elle a été actée et elle rentrera en vigueur dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a un moyen de la contrer? Pas vraiment. On pourrait activer peut-être des moyens juridiques au sein de l'Union européenne. Ça n'a pas vraiment de sens maintenant de faire ça. C'est surtout un combat diplomatique Alors, et voire politique justement, qui va être justement, engagé et qui continue. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la réaction de Guy Donsar, mais les réactions israéliennes, elles continuent et on rajoute un petit peu de la tension à la tension. Alors justement, au sein de Elnet, c'est une part importante de votre activité, c'est d'essayer de mieux faire comprendre d'une certaine manière la position de l'État d'Israël. Comment on peut défendre, on va dire, l'État d'Israël dans ce genre de situation? Qu'est-ce que l'on explique? Qu'est-ce que l'on peut expliquer ou tenter d'expliquer à l'Union européenne en tant que telle face à de telles décisions? Bon, d'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Europe a beaucoup évolué et que, comme je disais tout à l'heure, elle connaît en son sein, en elle-même, beaucoup de changements. Il y a aujourd'hui une très grande différence entre l'Europe de l'Est, donc tous les pays de l'Est qui sont confrontés, entre autres, à la menace russe, mais d'autres pays comme la Pologne ou la Tchéquie, qui sont aujourd'hui des amis d'Israël relativement fidèles, avec aussi parfois des critiques qui peuvent être légitimes, et l'Europe de l'Ouest. Ce que nous connaissons, les tensions que l'État d'Israël aujourd'hui connaît,
et affronte avec certaines critiques ou certaines réflexions depuis Paris, Londres ou Madrid, c'est totalement inédit et ça fait que effectivement il y a des différences entre ces pays. Maintenant, nous, au niveau d'Elnet, nous essayons d'expliquer effectivement que parfois on a l'impression que les déclarations des dirigeants européens sont peut-être un petit peu mal adaptées ou difficilement compréhensibles par les Israéliens, par la population, mais aussi par la diplomatie israélienne. Donc nous nous efforçons, nous, chez Elnet, d'expliquer un petit peu plus les positions de chacun et de surtout décrire une complexité qui existe. Aujourd'hui, la relation Israël-Europe est très compliquée, elle se complique sur le terrain, elle se complexifie aussi par rapport à la relation qui existe entre les États-Unis et l'Europe et la proximité qui existe entre Israël et les États-Unis. Donc il y a tout un ensemble de choses qui fait que c'est pas si simple, qu'il y a beaucoup de complexité et qu'il faut prendre en compte toute cette complexité. Donc, Alors, et justement, Benjamin, est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Netanel Slama? Il disait que l'Europe, elle est enveloppée par le wokisme et donc le wokisme, c'est l'incapacité de rentrer dans la nuance ou dans un phénomène complexe. C'est tout blanc ou tout noir. Est-ce que les Européens sont capables de comprendre cette complexité ou c'est véritablement un mur infranchissable? d'abord, cette complexité, elle est, pour être complètement honnête, elle n'est pas qu'en Europe. Ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi Oui. en Asie, ça existe aussi en Amérique du Sud. C'est un phénomène mondial qui touche beaucoup de populations, peut-être même l'humanité tout entière. Ensuite, est-ce que la population européenne et les dirigeants européens sont capables de comprendre qu'il y a des nuances? Je suis convaincu que oui, sinon je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc effectivement, nous, notre travail, c'est d'expliquer cette complexité. On ne peut pas réduire tout à blanc ou noir avec je suis pour ce camp-là ou je suis pour ce camp-là. Il y a forcément des nuances à avoir et il y a aussi beaucoup d'intérêts. Ce qui fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des différences aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est parce que la relation diplomatique aujourd'hui se base de plus en plus sur des intérêts, malheureusement peut-être, et heureusement aussi pour l'État d'Israël, mais elle se base aussi beaucoup sur des intérêts, pas seulement sur des valeurs. Les valeurs occidentales aujourd'hui sont remises en question par beaucoup de pays et par beaucoup de populations qui vivent aujourd'hui sur les territoires européens, mais pas que. Mais la question des intérêts communs aujourd'hui, elle est fondamentale pour comprendre la diplomatie, même si ça a toujours existé. En tout cas, la diplomatie moderne, qui fait que les pays de l'Est, par exemple, aujourd'hui, sous la menace russe, sont beaucoup plus proches d'Israël parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, des échanges de technologies, des échanges de renseignements, des échanges d'expériences aussi du terrain entre, par exemple, les Ukrainiens et les Israéliens, ou les armées de l'air différentes, ou les moyens en tout cas de se défendre de menaces aériennes entre l'Ukraine et certains autres pays dans l'Est de l'Europe et Israël. Et aussi on peut voir, on voit très bien aujourd'hui le rapprochement entre les pays du Golfe et Israël, qui ont des intérêts communs dans la lutte contre l'Iran et dans le développement régional. Donc on va voir ça de plus en plus. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui avec d'autres pays émergents comme l'Inde par exemple, où on voit aussi qu'il y a beaucoup d'échanges avec Israël. Le président indien était là il y a quelques mois et il y a des projets comme le projet IMEC, qui est un corridor économique qui ira d'Inde en Europe et qui peut faire que les rapprochements seront encore nombreux. On peut Alors, parler d'énergie, on peut parler de beaucoup de choses qui font que les intérêts aujourd'hui convergent beaucoup et que les Européens devraient comprendre aussi, tout comme les Israéliens, que c'est leur intérêt d'améliorer et de continuer à entretenir cette relation. alors un mot sur la France. Est-ce que la France joue un rôle dominant dans ce processus de condamnation ou de sanction contre l'État d'Israël? De plus en plus, malheureusement, et on voit les déclarations du ministre des Affaires étrangères Barrot. français hier, on a l'impression parfois que, je vais le dire un petit peu crûment, mais que c'est un personnage qui est un peu déconnecté de la réalité et qui ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit avec des déclarations qui sont souvent très anti-israéliennes, beaucoup parfois en essayant de balancer, mais sans réellement comprendre. Donc la position de la France aujourd'hui est particulièrement compliquée. Après plusieurs années qui ont été, avant ce 7 octobre, qui ont été de très bonnes années dans la relation France-Israël, avec beaucoup d'échanges de renseignements, beaucoup de nouveaux échanges économiques, qui sont aujourd'hui complètement anéantis par la politique étrangère de la France, qui est malheureusement beaucoup trop anti-israélienne. Et oui, il y a beaucoup d'engagements
français. On l'a vu l'année dernière. Et cette année, au mois de juin, il me semble que ce sera le 12 ou le 13 juin, il y aura une espèce de célébration que les Français organisent Oui. de la reconnaissance de l'État palestinien qu'ils ont encouragé, eux, l'année dernière. Donc on voit que justement cette reconnaissance, par exemple, c'est une étape que les Français ont poussée et qui l'ont peut-être mal compris la réalité du terrain ici en Israël. Donc oui, il y a aussi une complexité dans la relation entre la France et Israël, et on a parfois le sentiment, encore plus nous Français vivant en Israël, qu'il y a une incompréhension complète de la réalité du terrain. Et comment vous expliquez, ça sera ma dernière question, ce parallèle que les Européens tentent toujours de faire entre, on va dire, la violence des habitants juifs ou de certains habitants juifs en Judée-Samarie et les terroristes palestiniens qui soient du Hamas? C'est la volonté de mettre sur le même piédestal le Hamas et les Israéliens. Comment vous l'expliquez? Et comment on peut lutter face à cela? Alors, je pense que, encore une fois, ça fait partie de cette incompréhension-là, pardon. Il y a beaucoup de pression sur les politiques français de la rue, même s'il y a il y a une majorité silencieuse que je suis convaincu pourra aussi, ou en tout cas est en faveur des positions israéliennes et même américaines. Mais il y a beaucoup de pression de l'opinion publique en France, en Europe en général, mais en France en plus particulier, surtout maintenant qu'on va rentrer dans des périodes électorales, qui font que parfois les politiques, ou souvent même les politiques français, n'arrivent pas vraiment à tenir sous la pression, et ça les pousse à prendre des décisions qui sont malheureuses. Ensuite, je pense aussi que c'est beaucoup basé sur de la mésentente. Il y a un passé diplomatique français avec des équations qui ne sont plus actuelles depuis le 7 octobre, qui n'ont sans doute pas été même avant, mais en tout cas qui sont encore moins actuelles aujourd'hui, avec l'obsession française, en particulier européenne aussi parfois, mais essentiellement française, sur la solution à deux États, les colonies, etc., qui font qu'aujourd'hui, il y a cette mésentente-là, mais qui, je suis convaincu, ne sont pas la réalité. Il y a une réalité du terrain qui fait que il y a une vie aujourd'hui concrète en Judée-Samarie. Il y a des tentatives de déformation de la réalité, de changement de sémantique. Vous connaissez tout ça. Vous en parlez beaucoup sur vos antennes, et on en parle beaucoup dans les médias francophones. La déformation de la Judée-Samarie, la Cisjordanie, et encore beaucoup de choses qui font que on rajoute encore de la tension. Mais la relation Israël-France, la relation bilatérale, même avec l'Europe, a toujours été saccadée de haut et des bas, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi de paradoxes. Et on le voit encore, ce paradoxe aujourd'hui, puisqu'on est en 2026, après 3 ans de guerre, la balance commerciale et les échanges commerciaux entre la France et Israël, ou entre l'Europe, pas entre la France et Israël, pardon, entre l'Europe et Israël, sont toujours les mêmes. On parle toujours de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an d'échanges commerciaux. Il n'y a pas eu de réel changement dans les échanges commerciaux. Et pourtant, il y a toujours cette critique et ces réflexions politiques qui gèrent, en tout cas qui saccadent cette relation. Et c'est parfois malheureux, et ça rajoute de la tension à la tension, qui fait qu'on a encore plus d'incompréhension parfois. Eh bien, on va en rester là. Benjamin Toiti, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cet aspect diplomatique de la crise donc entre l'Union européenne et l'État d'Israël aujourd'hui, autour de ces sanctions de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de Elnet Israël. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Merci, Boker Tov.